La Genève internationale. La Genève internationale, c'est le vivre ensemble. L'ONU. La Genève internationale signifie une Genève au centre de la gouvernance mondiale. L'ONU et le G2. La beauté de ce pays, c'est ça, c'est qu'on va tous d'accord et pourtant on vient tous de pays différents. Il a beaucoup de personnes et j'adore qu'il a beaucoup de monuments comme les Nations Unies. Genève représente le rassemblement de toutes les capacités intellectuelles humaines pour essayer d'améliorer le monde, la santé, ou s'opposer aux mines antipersonnelles, comme le symbolise cette chaise. Bienvenue à Genève, bienvenue ici au Palais des Nations pour cette édition spéciale de Géopolitis à l'occasion du 15e anniversaire de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies. Depuis la création de la Croix-Rouge en 1863, puis de la Société des Nations, Genève n'a cessé d'être ce lieu unique qui rassemble des représentants du monde entier pour trouver ici des solutions aux grands défis de la planète, la paix, la sécurité, les migrations, le climat, la santé. Dans un monde en plein bouleversement, quel est l'avenir de Genève, deuxième capitale des Nations Unies? Comment l'ONU va-t-elle se réformer? Comment faire face aux menaces protectionnistes avec moins de consensus politique, avec moins d'argent? Il y a 15 ans, devant l'Assemblée générale à New York, le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prononçait un vibrant éloge de la Suisse. Nous l'avons retrouvé à Paris pour cette édition spéciale de Géopolitis. La Suisse, avec son système de démocratie directe élaboré au fil des siècles par le patient travail des plus grands juristes, renforcera l'inspiration démocratique de notre organisation. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous aimez bien la Suisse? Qu'est-ce que vous appréciez chez nous, les Suisses? Tout. J'ai une relation très ancienne avec la Suisse puisque j'y vais régulièrement depuis mon enfance. Et j'aime cette exception suisse, cette originalité suisse, qui est une exception politique. On le connaît à travers cette démocratie directe. La Suisse est le seul pays des Nations Unies qui est rentré à la suite d'un référendum, d'une consultation populaire. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois, mais vous avez raison. Deuxièmement, il y a une exception juridique suisse, une tradition, et je suis juriste, j'ai été avocat et j'y suis sensible, en matière de droit du développement, de droit humanitaire, pays de la Croix-Rouge, d'Henri Dunant. Il y a donc, de ce point de vue-là, là aussi une exigence très forte portée par la Suisse. Et puis il y a une originalité culturelle auquel je suis très sensible, la diversité linguistique, la diversité de culture, une tradition de pays d'accueil. Tout ça constitue, à mon sens, une originalité qui est extraordinairement riche, qui apporte beaucoup à l'Europe et beaucoup au monde. La Suisse devait favoriser le dialogue entre les nations. On n'y est pas vraiment arrivé depuis 15 ans. L'ONU est en crise, l'ONU est paralysée. Est-ce qu'il faut refaire l'ONU aujourd'hui? Il faut certainement, reprendre notre bâton de pèlerin et travailler. Kofi Annan avait lancé une réforme des Nations Unies il y a quelques années. Elle n'a pas été menée à terme. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense, oui, qu'il faut d'abord retrouver le chemin de l'égalité entre les nations dans le cadre des Nations Unies, et il faut trouver une meilleure représentation. Le Conseil de sécurité a perdu beaucoup de sa représentativité. Le droit de veto bloque les Nations Unies. C'est par là qu'il faut commencer, la réforme du Conseil de sécurité. Je pense que la réforme du Conseil de sécurité, c'est le point de départ si l'on veut agir et être efficace. Je crois vraiment que c'est une référence indispensable, à condition de changer la gouvernance, de trouver de nouvelles règles, et à condition aussi d'élargir la vocation des Nations Unies à de nouveaux domaines. Dans le domaine du droit de l'environnement, il y a encore beaucoup à faire. Dans le domaine de l'Internet, il y aurait beaucoup à faire aussi. Dans le domaine économique, il y a des horizons à renouveler. Donc je crois qu'il y a une actualité très forte dans ce domaine-là, et la Suisse a évidemment toute sa place. C'était le grand jour. La Suisse, enfin, le 10 septembre 2002, rejoignait formellement les Nations Unies. Acclamation du 190e État membre, la délégation suisse, emmenée par le président Villiger, prend une vraie place
entre la Syrie et la Suède. Six mois plus tôt, c'est dans les urnes que le peuple suisse avait fini par dire oui à la raclette. La campagne avait été dure, la droite conservatrice arc-boutée à notre sacro-sainte neutralité face aux partisans d'une Suisse ouverte. Au final, 54,6% de oui. Le président de la Confédération s'empressait d'annoncer à Kofi Annan la bonne nouvelle. Yes, Mr. Secretary General. Hello. Yeah, thank you very much. I think it's a very good day for Switzerland. Avant même de rejoindre la grande famille onusienne, la petite Suisse avait failli semer la zizanie. À New York, le service du protocole des Nations Unies avait acquis un drapeau rectangulaire. Mais ce n'est pas le bon. Comme chacun sait, notre drapeau suisse est carré. Imbroglio juridique, discussion, jusqu'à ce que l'on trouve un compromis. Le drapeau helvétique qui flotte aux Nations Unies n'est pas tout à fait aux dimensions originelles, mais il est carré. En tout cas, nous sommes les seuls, avec le Népal, à dépareiller le parfait alignement onusien. Bienvenue dans cette magnifique salle du Conseil des droits de l'homme où j'ai le plaisir d'accueillir Madame Pascale Beresfil, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, numéro 2 de notre diplomatie suisse, Gunilla von Hall, correspondante d'un grand quotidien suédois, le Svenska Dagbladet, et Michael Möller, le directeur de l'Office des Nations Unies. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Beresfil. La Suisse ne fait jamais tout à fait les choses comme les autres. On aura mis plus de 50 ans à rejoindre les Nations Unies. C'est long. Écoutez, c'est lié à notre culture politique et à notre démocratie directe. Il nous faut du temps pour prendre ce genre de décision, d'adhérer à des organisations internationales, mais, et je pense que c'est là l'élément précieux, ça nous donne aussi le temps d'avoir des débats. Donc on a eu des débats, on est le seul pays au monde qui a, par un vote populaire, décidé d'adhérer aux Nations Unies après de longues discussions. Et ceci dit aussi, donc je pense que par ces temps modernes, ça serait important d'avoir dans beaucoup de pays ce débat autour de l'importance des institutions multilatérales pour pouvoir renouveler ce consensus qu'on a autour de nos institutions. Mais depuis l'adhésion, la Suisse s'est beaucoup engagée. Elle s'est engagée en faveur d'une modernisation, d'une réforme du Conseil de sécurité. Plus récemment, elle s'est engagée beaucoup aussi pour que les crimes en Syrie ne restent pas impunis. On a le sentiment tout de même d'un bilan mitigé. Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Si on lit la charte et puis on regarde les buts de la politique étrangère suisse, c'est plus ou moins identique. Donc c'est dans cette ligne qu'on s'est engagé. Et on a, par exemple, contribué à la création du Conseil des droits de l'homme. On a réussi, par l'engagement pour la réforme du Conseil de sécurité, aussi à contribuer à tout le processus qu'on a eu pour nommer notre nouveau secrétaire général. Notre ambassadeur à New York, il est co-facilitateur du plus grand processus sur la migration. On a joué un rôle important pour les SDGs, les Sustainable Development Goals, qui sont importants pour le développement durable. Donc je pense que notre diplomatie suisse, comme nous le demande la Constitution, elle s'est toujours beaucoup engagée au sein des Nations Unies, et c'est normal que les processus prennent du temps. Donc un bilan totalement positif. Gunilla von Hall, la Suisse aux Nations Unies, que diriez-vous? C'est un bon élève, sérieux, travailleur, efficace? Du point de vue d'un journaliste, la diplomatie suisse est plutôt discrète, efficace, fiable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. La Suisse a joué un rôle quand même dans la médiation en Mozambique, en Colombie avant. Il représente des intérêts américains en Iran, avant en Cuba. Et en plus, la Suisse est vue comme un pays neutre, sans agenda caché, et puis avec une tradition de négociation de paix. Et tout ça ensemble donne une impression très positive quand même de la Suisse et Genève comme un lieu, un endroit où on peut se rencontrer pour les négociations diplomatiques. Efficace, fiable et discrète. Michael Möller, notre fédéralisme décentralisé, notre démocratie directe, ça pourrait être un modèle, non, pour les Nations Unies? Mais ça l'est, d'une certaine manière. Mais ça peut être un modèle pour beaucoup d'autres pays qui n'ont pas le bien-être qui vient avec un système politique aussi évolué que le vôtre. Et surtout dans un monde comme il est aujourd'hui, où c'est clair que de plus en plus d'acteurs vont faire partie de la conversation, sinon des prises de position et de décision.
ce genre de dialogue, de conversation et de démocratie très directe est un atout et probablement une nécessité dans le futur, dans beaucoup d'endroits et sur beaucoup de thèmes. Est-ce que la Suisse, parce qu'elle n'a pas d'agenda caché, parce qu'elle n'a pas de passé colonial, dit des choses que d'autres États ne disent pas? Alors je pense que Madame a très bien dit que notre diplomatie elle est plutôt discrète. Donc ce n'est pas une diplomatie au mégaphone. Là où on est parfois courageux, c'est quand il s'agit de critiquer des violations massives des droits de l'homme, mais en principe, notre force, ce n'est pas le bashing, c'est vraiment donner accès, créer des alliances, des ponts pour pouvoir résoudre des conflits. Donc je pense qu'effectivement, dans le non spectaculaire, c'est là qu'on a notre avantage comparé. Alors ces ponts, évidemment, c'est ici à Genève. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de notre ambassadeur suisse auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales. Avec lui, on a évoqué en particulier la place de Genève dans le système international. Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies. Nous y avons rendez-vous avec notre ambassadeur, Valentin Selveguer. Il est en poste ici depuis 1 an. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pour la diplomatie suisse, Genève occupe une place absolument stratégique. Je dirais la principale priorité est toujours la promotion de la Genève internationale. On veut tout faire pour être un bon État hôte. Ça, c'est notre mission. Et puis, je pense que c'est très important. Ça nous demande beaucoup d'énergie parce que ça rapporte énormément à la Suisse. C'est une scène incroyable pour présenter les valeurs suisses, pour défendre nos intérêts, etc. Salut, Olivier. Genève, Berne et New York fonctionnent en relation étroite. Et c'est une vidéoconférence régulière, quasi rituelle, qui règle les affaires courantes. Un nombre de rapports. Il y a le rapport sur le séminaire Glion, prévention et droits de l'homme, qui va être publié le 5 septembre. On va faire un truc officiel ici. Est-ce que vous considérez que ici, la place de Genève est plus importante que New York? Je pense qu'il y a un adage qui dit qu'ici, on fait la cuisine et ensuite on mange à New York. Bonjour. Ce qui est important, c'est qu'ici, il y a toutes les organisations spécialisées des Nations Unies qui sont représentées, qui font un travail dont on peut bénéficier tous les jours. À l'exemple de la Maison de la Paix, inaugurée il y a 4 ans, la Suisse ne ménage pas sa générosité pour renforcer la position de Genève. Ces prochaines années, ce sont près de 3 milliards de francs suisses qui vont être investis, directement ou indirectement, en faveur des institutions internationales. La rénovation du Palais des Nations, à elle seule, coûtera plus de 800 millions. On a le sentiment parfois que cette Genève internationale perd du terrain. Par exemple, les négociations sur la Syrie, qui ont lieu ailleurs aussi, les négociations sur le nucléaire iranien qui ne se sont pas terminées ici. Écoutez, ce n'est pas une compétition. Heureusement qu'on a plusieurs villes dans lesquelles on peut mener ces négociations. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à obtenir des résultats. Et n'oubliez pas, en fin de compte, c'est quand même souvent ici que se forgent les compromis. Mais ceux qui disent Genève est en train de perdre sa place, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas du tout, bien au contraire. Je dirais même que Genève, dans un monde qui se complique davantage, a de plus en plus une place très ferme et très claire. Un ambassadeur se doit toujours d'être optimiste et on lui souhaite d'avoir raison. Bonjour François Longchamp. Bonsoir. Président du gouvernement du canton de Genève. Je le formule ainsi pour ceux qui ne sont pas familiers avec nos institutions suisses. On est extrêmement généreux pour cette Genève internationale. On a évoqué le chiffre de 3 milliards qui vont être investis ces prochaines années, directement ou indirectement, en faveur des institutions internationales. C'est un formidable pari sur l'avenir, non? C'est un formidable pari sur l'avenir, mais c'est aussi la constatation que ce pari, qui est un pari déjà ancien, ça fait quand même maintenant près d'1 siècle que Genève a une notoriété internationale et une présence d'organisation de premier plan, est quelque chose qui a permis précisément ce rayonnement, qui bénéficie à l'ensemble évidemment de la communauté genevoise et à la politique étrangère de la Suisse de manière générale aussi. Donc ça n'est pas seulement un investissement en tant que tel, mais c'est aussi évidemment une préparation de la prospérité de notre région pour l'avenir. Alors Genève, c'est la ville de la paix, c'est la ville des droits de l'homme.
Et puis c'est une ville aussi peut-être paradoxale parce qu'on a à Genève à la fois le siège de l'Organisation mondiale de la santé et puis le siège aussi d'une grande multinationale du tabac. Est-ce que ça ne brouille pas l'image? Qui veut répondre? Il y a une activité internationale diplomatique avec des organisations internationales et puis il y a aussi de grandes entreprises. Ceci ne va pas sans cela. Évidemment que le rayonnement aussi de Genève et le fait que précisément il y ait des activités internationales de premier plan amènent elles-mêmes des activités commerciales, des activités qui sont de diverses natures, même si assurément la présence d'une multinationale du tabac n'est pas liée à la présence de l'OMS, loin s'en faut. L'OMS, l'OMC, le HCR et tant d'autres encore. Cette Genève dont on parle se compose de 34 organisations internationales. Autour d'elle gravitent plus de 300 ONG, les organisations non gouvernementales. 175 États ont voulu avoir ici, au bout du lac Léman, une représentation permanente. Les plus grandes puissances bien sûr, mais aussi les plus petites. Près de 30 000 employés s'activent dans le secteur international. 200 000 délégués ou experts du monde entier participent chaque année à 2500 réunions de toutes sortes. La Suisse et le canton de Genève ne ménagent pas leurs dépenses en faveur de ces institutions, mais elles lui rapportent aussi beaucoup, près de 3 milliards de francs chaque année. Mais il y a d'autres villes au monde qui pourraient prétendre à accueillir de grands organismes internationaux. Et c'est légitime, au fond, compte tenu des nouveaux équilibres mondiaux. Pourquoi Genève? Pourquoi tout à Genève? Parce qu'il y a probablement aussi une longue tradition, et puis il y a évidemment toutes sortes d'autres services qui sont associés à tout cela. Il ne suffit pas seulement d'avoir des organisations internationales, mais il faut savoir développer une infrastructure beaucoup plus large, avec des équipements, avec un aéroport, avec des capacités protocolaires, des capacités de sécurité. Et puis aussi une tradition de cohabitation entre la population locale qui est fière de la présence de ces organisations internationales et qui est prête à un certain nombre de sacrifices, pas seulement sur le plan financier, vous l'avez dit, mais aussi par parfois les inconvénients que cela peut pratiquer ici ou là dans certains quartiers générés. Mais c'est évidemment une très grande fierté aussi générale de savoir que c'est à Genève qu'on négocie la paix dans les endroits où précisément les besoins humanitaires, les besoins diplomatiques, les besoins de conciliation sont les plus grands. Si deux présidents puissants de ce monde veulent se réunir à Genève, combien de temps faut-il pour organiser ce sommet? Il y en a eu à Genève, hein, Reagan, Gorbatchev et d'autres, mais... Écoutez, la visite du président chinois, qui était une visite unique, il n'y avait pas deux présidents qui étaient présents, le 18 janvier 2017, a généré en gros 6 mois de travail sur les impacts généraux avec la Confédération, avec l'ONU. Aujourd'hui, organiser un grand sommet de cette ampleur nécessiterait probablement quelques mois de préparation. Mais nous avons été capables, et ça c'est aussi l'une des forces de Genève, de faire des rencontres de très haut niveau pour la fin d'une semaine, un lundi. La Suisse est très généreuse, je crois qu'on peut le dire, pour sa Genève internationale. Quel est le retour sur investissement? Alors tout d'abord, je pense que M. le ministre l'a dit, c'est une tradition humanitaire, une tradition de la paix. Donc on ne compte pas simplement en termes de retour. Mais ceci dit, c'est aussi une grande valeur économique aujourd'hui. On a une trentaine d'organisations internationales ici qui vont de l'Organisation de la santé jusqu'au CERN. On a presque 30 000 employés qui travaillent sur Genève, 174 missions, plus de 40 000 personnes qui sont liées à ça. On a presque 3 000 conférences par année, presque 3 000 présidents, hautes personnalités qui viennent ici. Et je peux que rebondir, on a été très rapide quand il s'agissait d'organiser des conférences de paix comme celle de Chypre ou sur la Syrie. On peut le faire presque du jour au lendemain. Je voudrais aussi dire que le monde, il est tellement plein de défis qu'on n'est pas en compétition avec d'autres villes. Je crois que la Genève internationale est unique et s'il y a d'autres villes qui peuvent aussi offrir des services de la paix, c'est très important. Mais pour aussi rebondir sur le président chinois, c'est pas par hasard qu'il a choisi, lui, le début de cette année pour affirmer quelque part la participation de la Chine dans le système et dans le monde multilatéral. Pour ça, il a choisi la Genève internationale, ce qui confirme quand même que c'est un pôle de gouvernance mondiale de premier plan.
On dit parfois, cet adage qu'on a entendu concernant les Nations Unies, c'est à Genève qu'on prépare les plats et c'est à New York qu'on les mange. Ça va continuer comme ça à l'avenir? Ça change un peu. Il y a certains des plats qui sont mangés ici aussi ces jours-ci, ce qui est très bien. Et ça c'est un reflet un peu du changement géostratégique et géopolitique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et aussi du fait que le monde change et la manière dont on travaille change aussi. Et donc on est beaucoup plus intégré, beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus ensemble, si vous voulez, dans la manière qu'on essaye d'affronter les défis qui sont devant nous. Et puis dans cette Genève internationale, il y a aussi une multitude d'ONG, les organisations non gouvernementales, qui gravitent autour des Nations Unies. Alors avant d'en parler, je vous propose notre reportage au Népal avec Handicap International, le destin tragique et magnifique d'un jeune homme amputé des 2 jambes. Tôt le matin, à Katmandou, dans une piscine de quartier, loin des regards des curieux, Ramesh Khatri enchaîne inlassablement des longueurs de bassin. À 19 ans, il n'a qu'une idée en tête, participer un jour aux Jeux paralympiques. Je veux participer aux Jeux et je pense que je peux atteindre les minima. Ma plus grande difficulté, c'est que je n'ai pas d'entraîneur pour me conseiller. Je n'ai pas non plus d'amis contre qui je peux me mesurer. Je m'entraîne tout seul ici. En fait, je n'ai personne pour me dire si ma technique est juste ou non et je n'ai personne pour me chronométrer. Il y a 2 ans, l'idée de devenir sportif de haut niveau n'aurait même pas effleuré Ramesh. Il travaillait comme rabatteur pour un hôtel dans un quartier populeux de Katmandou. Sa vie a basculé le 25 avril 2015, quand un séisme d'une magnitude de 7,9 a frappé le Népal. Bilan, presque 9000 personnes tuées et 22 000 blessés. Je me suis mis à courir. Quand je suis arrivé devant les escaliers, j'ai glissé sur du sang. Je suis tombé. Si je n'avais pas été par terre, une poutre me serait tombée sur la tête. Une autre poutre et d'autres objets ont ensuite écrasé mes jambes. Ramesh a été tiré des décombres 5 heures après le séisme. Il a été aussitôt amputé des 2 jambes. Soudan Rimal, le physiothérapeute d'Handicap International, l'a assisté dès le premier jour. Quand on a vu Ramesh pour la première fois à l'hôpital, il était déjà amputé 24 heures après avoir été secouru. Mais il ne le savait pas encore. Quand il l'a appris, il s'est comporté normalement. Il n'a pas montré d'émotion. Cela nous a vraiment inquiétés. Je n'ai rien voulu montrer, mais au fond de moi, je pleurais. J'étais désespéré. Je me faisais plus de soucis pour mon frère et ma sœur qui étudient dans un internat et pour mes parents âgés que pour moi. J'ai quitté la maison à l'âge de 11 ans pour travailler dans des hôtels. Grâce à mon travail, je leur envoyais de l'argent, mais je me suis demandé comment j'allais faire maintenant. Après 2 mois passés à l'hôpital, Ramesh a dû tout réapprendre. Il a appris à s'asseoir, à bouger, à utiliser sa chaise roulante dans le trafic chaotique de Katmandou. Il était très coopératif et faisait volontiers ses exercices. Depuis le jour où il a eu l'accident, il a saisi toutes les opportunités comme la natation ou les courses en chaise roulante. Aujourd'hui, Ramesh est devenu une célébrité et une source d'inspiration au Népal. Il participe à des championnats de basketball et des courses de chaises roulantes. Il est même allé au Japon pour un entraînement de natation paralympique. Il a une petite chambre dans un foyer soutenu par une ONG népalaise et il gagne un peu d'argent en participant à des compétitions. Ça me rend heureux de voir ces médailles dans ma chambre. Je les regarde toujours avant de me coucher. Je les regarde et je me sens mieux. Sportif accompli, Ramesh a pourtant de la peine à se servir de ses prothèses. Aujourd'hui, j'ai vu que le bas du corps s'atrophiait. Il doit continuer à travailler cette partie. Il m'a dit que s'il allait dans un fitness pour faire des exercices, les gens allaient le dévisager. Je lui ai dit, « Pendant combien de temps vas-tu craindre le regard des gens ?» L'exclusion des personnes avec des handicaps est courante dans la société népalaise. Mais le tremblement de terre a marqué les esprits. Et désormais, plus personne ne se sent à l'abri d'un coup du destin.
Depuis un an, Ramesh a repris les études qu'il avait dû abandonner à l'âge de 11 ans. Il veut devenir physiothérapeute. Pour réaliser son rêve, il doit trouver des fonds. Mais Ramesh revient de loin et plus rien ne peut ébranler sa confiance. Tout ce que j'ai désiré, du fond du cœur, s'est réalisé comme dans un rêve. Avant, je n'aurais pas connu tout ça. Je n'ai pas encore appris grand-chose, mais je continue à apprendre. Au lieu de me plaindre, d'avoir du chagrin, je pense que le chagrin m'a enseigné beaucoup de choses. Bonjour Petra Schotter, vous dirigez à Genève Handicap International Suisse. Tout près d'ici, sur la place des Nations, il y a la Broken Chair, cette fameuse chaise aux pieds brisés qui symbolise votre combat contre les mines antipersonnelles. Est-ce que pour une ONG comme la vôtre, Genève, c'est absolument the place to be, la place où il faut être? Oui, pour une ONG comme Handicap International, il est clair qu'il faut être à Genève, parce que c'est ici où ont lieu les débats sur les grandes questions, que ce soit l'humanitaire, la santé ou les droits humains. Nous l'avons déjà compris il y a 20 ans en arrière, quand nous étions en plein milieu du combat contre les mines antipersonnelles. Nous avons créé Handicap International Suisse, et c'est ici nous avons pu interpeller les États et la communauté internationale pour justement signer le traité d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles. Mais aujourd'hui, c'est aussi le lieu où on lie des grandes questions humanitaires et en même temps, c'est la capitale humanitaire, mais en même temps à taille humaine, parce que c'est ici où on peut rencontrer nos homologues, des ONG, des agences onusiennes. Donc c'est ici que vous avez en fait les meilleurs leviers d'influence? C'est ici où on a le meilleur. Je pense que c'est ici parce que c'est un lieu où on se rencontre facilement, où on débat des questions sur comment faire valoir les principes humanitaires, où on s'écoute chacun dans son rôle, que ce soit les ONG, que ce soit les États, que ce soit les agences onusiennes. Et ensemble, chacun apporte son regard. Et que même si nous sommes un peu à distance du terrain, je pense qu'il est nécessaire que nous soyons un peu à distance du terrain pour justement prendre le recul. Et en même temps, en tant qu'ONG, et c'est ce qui est apprécié, c'est que nous apportons le regard et la vraie vie de ce qui se passe sur le terrain. Mais justement, quand on est à Genève comme journaliste, est-ce qu'on n'est pas éloigné des réalités du terrain? Parce que les vrais problèmes, ils sont au Moyen-Orient, au Yémen, dans le Sahel ou ailleurs. Oui et non. Pour un journaliste international, Genève est une mine d'or. Ici, on a un panorama de tous les grandes crises et conflits dans le monde. Mais les vrais événements et les crises, les problèmes sont sur le terrain. Il faut se déplacer, voir la réalité sur le terrain, mais après revenir à Genève pour avoir cette overview de toutes les crises. Et si on arrive à combiner les deux, Genève est unique, c'est une place géniale pour un journaliste international. Vous y êtes depuis 20 ans, c'est peut-être pour cela. Est-ce qu'il y a une concurrence? Parce que il y a plus de 300 ONG, le chiffre varie, il y en a peut-être beaucoup plus encore, plus les agences onusiennes. Est-ce qu'il y a une concurrence entre tous ces agents internationaux? En quoi c'est un problème? Oui, on voit ça ici à Genève, mais peut-être surtout sur le terrain. Il y a cette compétition entre les agences. Et parce que l'attention, ça donne aussi la visibilité qui peut donner des fonds qui, pour certaines ONG, ça veut dire qu'ils vont survivre. Et comme journaliste, ça nous pose parfois un dilemme parce qu'il y a des exagérations pour avoir la visibilité dans les médias. Et parfois, c'est difficile pour nous à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des exagérations pour avoir la visibilité. Vous êtes en compétition avec les autres ONG ici à Genève? Non, je pense que justement ici à Genève, on a l'avantage de ne pas discuter sur l'argent, qui est le nerf de la guerre et là où nous pouvons être en concurrence. Mais ici, plutôt, on est loin de ce terrain. C'est ici où on discute vraiment sur le fond. Et donc, on est plutôt là à se compléter, chacun avec son regard, chacun avec son expérience. Et en même temps, c'est vrai que nous parlons toujours de 250 ONG qui sont en Suisse avec le statut ECOSOC, mais en même temps, je dois constater que nous ne les voyons pas vraiment, parce qu'en même temps, on est peut-être un peu trop compartimenté entre les différents sujets. Concernant l'humanitaire, on est une quinzaine d'ONG actives sur le terrain, qui participent actives au débat, donc c'est plutôt complémentaire que vraiment concurrence. Ces ONG, pour vous, Nations Unies, ce sont des empêcheuses de tourner en rond ou des partenaires? C'est clair qu'aujourd'hui, et dans le monde dans lequel on vit, et avec les défis qu'on a devant nous, surtout les très grands défis,
on ne va pas y arriver si on ne travaille pas ensemble. Et c'est absolument essentiel de renforcer cette collaboration et ce partenariat, pas seulement avec les ONG, mais avec le monde des affaires, avec le monde académique, tout le monde doit s'y mettre. Et il n'y a pas une autre ville, à ma connaissance, où cet écosystème, ce tapis qui était tissé depuis 150 ans est aussi fort. Et où de plus en plus, justement parce que c'est vraiment le centre opérationnel du système international, les acteurs se rendent de plus en plus compte, et de plus en plus rapidement que beaucoup d'autres endroits, qu'il faut absolument avoir cette collaboration. Mais les Nations Unies, c'est déjà une machine extrêmement compliquée. Si on veut intégrer encore les ONG, la société civile, ça va rendre les choses encore plus compliquées, encore plus bureaucratiques. Pas nécessairement. Non? Non. Tout d'abord, le monde est compliqué. Oui. Et notre compréhension des problèmes et de la racine des problèmes devient de plus en plus sophistiquée. On comprend beaucoup mieux l'interaction et l'intégration des différentes raisons pour le problème. Et donc, on ne sait pas tout. Il faut absolument faire valoir les savoirs et les compétences d'autres si on veut vraiment être efficace dans l'implémentation de nos programmes. Et là, il faut avoir des partenaires. J'ai évoqué tout à l'heure la rigidité bureaucratique des agences internationales. C'est aussi terrible qu'on le dit, Gunina? Parfois, oui. Et là, je peux vous donner un exemple concret et très récent. J'ai fait un reportage d'un réfugié syrien au Liban, dernièrement, Hosaifa, 17 ans. Il est paraplégique après une bombe en Syrie. Il a besoin d'une opération en urgence. Il n'y a pas des organisations humanitaires qui lui aident. J'ai écrit l'article, les lecteurs étaient si touchés, ils ont donné $20 000. Après, j'ai frappé la porte à des agences de l'ONU et des ONG à Genève et sur le terrain. Je n'ai jamais eu une réponse claire et finalement, tout est tombé dans un trou noir de bureaucratie. Je fais finalement l'opération moi-même sur place. Hosaifa, il va bien aujourd'hui, mais ce n'était pas mon rôle. C'était les organisations qui doivent faire avec une efficacité plus grande. C'est désolant un peu, non, cette histoire? Oui, c'est vrai, mais bon, les besoins sont énormes et souvent c'est malheureusement l'argent qui manque. Donc il faut trouver des solutions un peu innovatrices pour trouver de l'argent pour aider. Et donc c'est vrai que parfois cette bureaucratie en tant qu'ONG sur le terrain, ça nous désole. On a l'impression que les besoins sont là, il faut agir vite et en même temps on discute. En même temps ici, n'oublions pas, je pense qu'ici à Genève, c'est le lieu de débat et de discussion. C'est pas le lieu de l'action. L'action est sur le terrain, donc je pense qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Michael Müller, sur cette bureaucratie onusienne si décriée depuis si longtemps? Oui, j'aimerais bien faire un petit commentaire sur ça. Tout d'abord, ça change, mais avant de rentrer sur comment ça change, j'aimerais quand même rappeler à tout le monde que l'Organisation des Nations Unies a été créée il y a 70 ans en arrière, à l'image des pays membres qui nous ont créés. Et donc, on a été créé en silo, à l'image de la manière dont chaque gouvernement travaille. Les ministères, c'est exactement le même système. Donc la rigidité et les problèmes de coopération et de transversalité ne sont pas seulement chez nous, ce sont aussi chez nos maîtres, si vous voulez, dans une certaine manière. Et donc ça doit changer dans les deux endroits, et dans les capitales, chacune des capitales de nos pays membres, et chez nous. Et ça change ici, très certainement. Mon problème, c'est que ça ne change pas assez vite. Le problème aujourd'hui, c'est l'évolution des problèmes est tellement rapide qu'elle dépasse un peu la capacité d'organisation de digérer ces changements. D'ailleurs, de beaucoup d'individus aussi. Les changements viennent très très vite maintenant et on doit se dépêcher un peu plus qu'on le fait pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Bon, et malgré toutes ces imperfections, Genève reste un grand carrefour des affaires du monde. J'aimerais maintenant vous présenter un reportage emblématique. C'est l'histoire de deux délégués venus de l'océan Pacifique pour participer pour la première fois à une session du Conseil des droits de l'homme. C'était ici même dans cette salle au printemps dernier. C'est par ici? Ah non, ça doit être par là. Les couloirs des Nations Unies à Genève forment un labyrinthe pour qui n'a pas l'habitude de les arpenter. Et si Norline Oliver et Molly Elkena semblent un peu perdues, c'est qu'elles y font leur premier pas. Leur objectif du jour, atteindre la mythique salle 20 du Palais des Nations, où elles représentent pour la première fois leur pays respectif, la Micronésie pour Norline
et les îles Marshall pour Molly. Un moment historique pour ces deux femmes et les minuscules États qu'elles représentent, perdus dans l'immensité du Pacifique. Après une formation de 2 jours aux procédures onusiennes, les débuts sont forcément hésitants. Malheureusement, je n'ai pas appuyé à temps sur le bouton pour prendre la parole et pouvoir prononcer le discours des îles Marshall. Je suis très déçue car je devais parler du réchauffement climatique et du droit des enfants. Comme Norline et Molly, 12 délégués de petits États insulaires et de pays parmi les plus pauvres de la planète bénéficient cette année du fonds spécial du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Concrètement, il s'agit de financer la formation, le voyage et le séjour pendant 1 mois à Genève des représentants de ces États qui n'en ont pas les moyens. Chaque délégué bénéficie d'une enveloppe de 12 000 francs suisses par mission. Peut-être que vous pourriez envoyer un email pour vérifier auprès des autres délégués s'ils ont eu des retours de leur capitale. La coordinatrice de ce fonds, Fatou Camara, conseille Norline, la déléguée micronésienne, qui doit prononcer un discours le lendemain devant un parterre d'ambassadeurs et de diplomates. Nous, on est là pour s'assurer que toutes les voix des 193 États membres du Conseil puissent être entendues, et notamment les voix des pays qui ne sont pas représentés. Il faut être dans la salle du Conseil, dans la salle 20 au Palais des Nations, pour bien saisir les subtilités et les complexités de ce mécanisme. Donc nous sommes là également pour les accompagner. Comme un symbole, Norline et Molly veulent faire un détour pour voir les drapeaux de leurs 2 États flotter parmi ceux des autres nations représentées à Genève. Il est là, il est là. C'est le bleu avec 4 étoiles. Pour ces 2 femmes qui ont parcouru plus de 13 000 km chacune, le voyage à Genève est une plongée dans l'inconnu. Pendant toute la durée de cette session du Conseil des droits de l'homme, elles vont devoir se débrouiller dans la ville. Et pour réduire les frais, les 2 délégués partagent un petit appartement jusqu'à la fin de leur séjour. Entre 2 sessions de travail et pour se détendre avant le discours de Molly à la tribune de l'ONU, nos 2 délégués du Pacifique prennent le temps de découvrir Genève, une ville très dépaysante et très froide. C'est quoi? Un canard? Non, c'est un cygne. Quand je regarde au-dessus du lac, je vois les montagnes et elles sont couvertes de neige. Et chez nous, il n'y a pas de neige. C'est un climat incroyable et c'est magnifique. Quoi? Quelqu'un nage dans l'eau gelée. Oh mon Dieu! Allez, on y va. On est en retard et ça me stresse. Norline est nerveuse car quelques instants plus tard, elle va prendre la parole devant les diplomates d'une centaine de pays réunis dans cette salle du Palais des Nations. Votre Excellence, distingués délégués. Pendant une quinzaine de minutes, Norline va remercier les 19 pays donateurs qui ont permis de soutenir le séjour et la formation de 70 délégués comme elle depuis 2014. Suite à son discours, une nouvelle résolution sur le fonds d'aide aux petits États sera adoptée à l'unanimité pour que les plus modestes aient définitivement leur place sur la photo. Le Conseil des droits de l'homme se trouve critiqué, vous le savez, en raison de son prétendu acharnement contre l'État d'Israël. Je cite la nouvelle ambassadrice des États-Unis, « Le Conseil des droits de l'homme n'est pas un bon investissement de notre temps, de notre argent et de notre prestige national », ce qui appelle une réaction de votre part. Partagez-vous tout ou partie de ces critiques? Alors écoutez, le Conseil des droits de l'homme, il n'est jamais mieux que ses 47 membres, qui sont des États, qui ne sont pas toujours efficaces. Et donc, c'est vrai qu'on doit toujours reposer la question de l'efficacité. Ceci dit, quand nous avons créé le Conseil des droits de l'homme, et la Suisse était très impliquée dans ces initiatives-là, c'était en réaction à une ancienne commission des droits de l'homme qu'on considérait justement pas plus tout à fait apte à faire son job. Et là, on a créé des instruments qui sont assez remarquables, comme la revue périodique universelle, qui donne un instrument à tous les États, puis qui n'est pas simplement du finger pointing, mais qui nous permet d'améliorer notre situation des droits de l'homme dans chaque pays. Donc, mais la critique américaine est sévère. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous acceptez une partie de ces critiques sur le fonctionnement des droits de l'homme, sur son impartialité?
supposée. Il y a des parties de cette critique qu'il faut revoir, mais de l'autre côté, ce Conseil des droits de l'homme, il a des instruments tout à fait remarquables et je pense qu'il n'existe nulle part ailleurs. Donc notre souci, il est un peu différent de celui des Américains, c'est que avec le choc de la Deuxième Guerre mondiale, la création, l'acceptation de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de toutes les conventions qu'on a créées, on a un acquis qui est assez remarquable et qui est tout à coup remis en question. Donc on a le droit international impératif, comme la défense de la torture, ou aussi en Europe, un consensus qu'on avait autour du fait que la peine de mort est abolie. Et notre souci, c'est pas le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme, mais c'est la remise en question de ces valeurs et de ces acquis qui étaient des acquis universels que nous devons défendre aussi par le Conseil des droits de l'homme. Alors le Conseil, le chapitre Conseil des droits de l'homme est clos. Michel Sidibé nous a rejoint sur ce plateau. Vous dirigez le programme de coordination des Nations Unies de lutte contre le sida. Des progrès considérables ont été recueillis depuis une dizaine d'années et pourtant, l'argent manque. Non, je crois que c'est très important de signaler que grâce à la solidarité globale, l'activisme, l'innovation, les scientifiques qui sont venus ensemble, on a fait des progrès remarquables. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de personnes sous traitement que des personnes qui en ont besoin. Qui aurait imaginé il y a quelques années qu'on aurait pu mettre 19,5 millions de personnes sous traitement en 2017? Et l'épidémie était stabilisée, notamment en Afrique australe. Oui, c'est étonnant parce que c'était l'épicentre de cette épidémie. Vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, on était dans le déni. Aujourd'hui, on a le plus grand programme de traitement dans le monde, je dis bien, avec à peu près 4 millions de personnes sous traitement. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement le fait qu'on ait une couverture importante. On a une réduction de 50% de la mortalité. On a aujourd'hui une amélioration de l'espérance de vie de 10 ans sur les 10 dernières années pour les populations qui sont infectées. Donc, vraiment, il y a des progrès. Mais pourtant, l'argent manque. Mais on a 7 milliards de dollars de déficit chaque année. Et on sait très bien que s'il y a des coupes drastiques, particulièrement si les Américains décident de couper, eh bien, il y aura un rebond dans cette épidémie. Et on verra une mortalité croissante, on ne sera plus capable d'arrêter la transmission de la mère à l'enfant, et encore plus grave, les résistances. N'oublions pas que lorsqu'on a 19 millions de personnes sous traitement et qu'on a 17 millions de personnes qui attendent le traitement et qui ne l'ont pas, eh bien, si vous arrêtez, d'abord vous avez une mortalité forte, mais les résistances, les co-infections avec la tuberculose, qui sont des risques énormes. Alors le problème du financement, il touche d'autres agences des Nations Unies, à commencer par les forces de maintien de la paix, les casques bleus. Est-ce que les Nations Unies peuvent fonctionner sans l'appui d'une grande puissance comme les États-Unis, avec moins de consensus politique, avec moins d'argent? Ça dépend de la taille des coupures, bien entendu. Le budget des affaires étrangères de la coopération américaine a été réduit de 30% par la nouvelle administration. Pas encore. Ça n'a pas été voté. C'est le Congrès qui va décider. C'est vrai. Et ça va se passer le mois qui vient. Et on attend tous de voir où ça va aller, bien entendu. En parlant avec nos amis du Congrès américain, je crois que les coupures qui ont été présentées par l'administration vont être amoindries. Bien entendu, c'est une négociation qui se passe à l'intérieur du pays. Mais bien entendu que ça va avoir un impact, c'est clair. Surtout dans certains domaines. La FNUAP, par exemple, qui s'occupe des affaires de personnes, du Fonds pour surtout ceux qui s'occupent et qui touchent à l'avortement et ce genre de planning choses. familial. Là, les subventions américaines ont été coupées, je crois. Et là, c'est un problème pour eux, mais il y a d'autres pays qui ont rempli la brèche et qui sont très vite, se sont présentés pour dire qu'ils allaient compenser. Il y a beaucoup d'acteurs privés, des fondations, des personnes riches, qui eux aussi contribuent dans ces domaines. Donc, il y a un changement aussi, si vous voulez, dans les sources de financement. Dans la source du financement et la source de soutien. J'aimerais quand même qu'on parle maintenant de l'approche multilatérale, des grands défis de cette planète qui a prévalu depuis la fin de la guerre froide. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose?
Non, moi, je crois qu'on a des défis réels, il faut le reconnaître. On a des changements rapides aujourd'hui, des changements profonds, particulièrement l'isolationnisme, le protectionnisme et je dirais même le nationalisme, qui nous créent des problèmes énormes. Lorsque nous parlons de multilatéral, nous parlons d'espace de synergie, nous parlons d'espace qui va permettre justement de créer des ponts et non pas des murs. Donc, je pense que ce sont des réponses du passé. Mais ce qui est encore plus inquiétant, à mon avis, c'est l'inégalité. L'inégalité grandissante. Nous avons aujourd'hui plus de 700 millions de personnes qui vivent avec moins de $2. Nous avons 2 milliards de personnes qui sont en dehors des systèmes de santé modernes. Et nous savons que 65 millions de personnes ont migré pour des raisons ont quitté leur famille, pour des raisons de violence, pour des raisons d'absence de paix, pour des raisons socio-économiques. Donc, le multilatéralisme est indispensable. Le multilatéralisme est un mécanisme qui va nous permettre justement de pouvoir négocier ces nouvelles vulnérabilités que nous voyons. C'est un pilier de la diplomatie suisse? Absolument. Donc, je pense que chaque dollar qui ne va pas pour sauver une vie, qui ne va pas pour réduire la pauvreté, c'est de l'argent regrettable, mais c'est seulement la conséquence de ce manque de consensus autour de cet ordre multilatéral qui nous a menés, depuis la fin de la guerre froide, quand même à sortir énormément de gens de la pauvreté, à donner de l'éducation et de la santé à des millions de personnes. Et là, on est quelque part au turning point avec une crise de la gouvernance internationale. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est un recommitment, on dit, des leaders qui disent c'est autour de ce système international, de ce multilatéralisme qu'on a pu créer ces espaces, comme le disait monsieur. Donc je pense que ça demande un engagement de nous tous. Et pour peut-être revenir à ce que je disais au début autour du débat en Suisse pour l'adhésion à l'ONU, je pense que c'est pas simplement le leadership qui peut être convaincu qu'on a besoin de ça. On doit être participatif et inclusif, donc on doit pouvoir convaincre nos populations qui sont très polarisées un peu dans tous les mondes, dans tous les pays du monde. Donc on doit pouvoir convaincre nos populations autour de ce consensus participatif d'un système international qui est le seul qui soit durable pour notre planète, aussi en termes de développement et d'environnement durable. C'est déjà l'heure de la conclusion. Michael Müller, ce sera pour vous. Où faut-il investir ces prochaines années pour un monde meilleur, pour le monde de nos enfants, qui soit plus juste, plus stable, moins chaotique? Premièrement, laissez-moi donner un autre nom là, au multilatéralisme, qui est la solidarité internationale, et qu'on doit rebâtir. Elle s'est un peu évaporée ces dernières années. Pour moi, le thème le plus important et sur lequel on doit vraiment investir, et vite, c'est le climat et les effets que ça a sur notre planète. Très simplement, si on n'arrive pas à régler ce problème, tout le reste des problèmes, ils s'évaporent parce qu'on ne sera pas là pour les régler. C'est très simple. Et on est vraiment dans une situation très urgente quand on regarde les chiffres. Mais encore une fois, pour y arriver, c'est complètement et absolument indispensable qu'on le fasse ensemble. Personne, ni un grand pouvoir, ni une organisation en elle-même va pouvoir régler ce problème seul. C'est vraiment un travail d'urgence, mais d'un travail de collaboration très étroite entre tout le monde. On a les moyens, on sait ce qu'il faut faire, on a l'argent, on a l'expérience, tout est là. Ce qui manque, c'est un peu la volonté politique. Et donc, cette volonté politique internationale et cette solidarité internationale elle doit revivre, mais d'une manière urgente. Merci Michael Müller, merci à vous tous, merci aux invités. Un coup de chapeau à toutes les équipes techniques, David Paté, Serge Pontinelli, Marina Voutelen, qui ont permis l'enregistrement de cette émission dans cette magnifique salle du Conseil des droits de l'homme. À signaler le 7 octobre prochain, c'est bientôt, la journée porte ouverte des Nations Unies, ici à Genève, qui vous permettra de découvrir les acteurs et les activités de cette Genève internationale dont nous avons beaucoup parlé. Et puis sur notre site, comme d'habitude, toujours des prolongements à cette émission. Une excellente fin de soirée à vous tous sur la RTS et TV5 Monde. À bientôt.